Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Portail sous haute surveillance de la police, de la gendarmerie et des agents de sécurité. En face d'eux, des agents de la société MCTT en colère, revendiquant le solde de tout compte après avoir été licenciés par leur direction générale pour motifs économiques. C'est l'ambiance délétère qui a prévalu ce matin au sein de cette société portuaire de manutention, transit et consignation. Le récit d'Arnaud Mbabokung. Dans la zone portuaire Lovendo ce matin, gendarmes et agents de la société MCT, ex-Necotrans Gabon, font face à l'entrée principale de la société. À l'origine de cette corde raide, le mouvement d'humeur déclenché très tôt par les agents de MCT que la force publique tente de contenir. Ils sont en colère parce que, revendiquant leur solde de compte, après des notifications de licenciement pour motifs économiques qui leur ont été adressées par la direction générale. Nous avons été licenciés et nous avons reçu des lettres de licenciement du main du cabinet de Maître Gondé Obian, qui nous a tout simplement remis des lettres de licenciement, nous signifiant notre licenciement, mais sans nous donner nos soldes de tout compte. Depuis pratiquement un mois, nous végétons, nous attendons. Le ministre du Travail, nous l'avons fait venir ici, M. Nganji. Il nous a reçus, il nous a fait la promesse qu'il devait regarder la situation et nous renvoyer des inspecteurs qui sont venus, avec lesquels on a travaillé. Nous avons vérifié les soldes des droits légaux. Et il y a quelques jours, mercredi précisément, nous avons terminé le travail, nous sommes allés le restituer à la direction des ressources humaines, qui a refusé de récupérer les fiches de simulation que nous avons déjà traitées. Du coup, face à la fermeté et à la fermeture, parce que c'est des gens qui ne sont pas ouverts à la négociation, ni à quoi que ce soit, nous avons accepté de prendre nos fiches nos lettres de licenciement sans notre solde de tout compte. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour venir revendiquer et demander nos soldes de tout compte parce que, après un mois déjà, parce que c'est depuis le 4 que nous avons reçu les lettres de licenciement, aujourd'hui nous sommes à la fin du mois de juin, nous sommes sans salaire et nous n'avons pas nos droits légaux. Donc voilà pourquoi vous voyez cet attroupement derrière moi. Ce sont des collègues, tous licenciés. Il y en a qui sont à Port-Gentil. Nous sommes, je disais, 187 sur la liste, Libreville et Port-Gentil. 188 parce qu'il y avait un expatrié, M. Locan, qui n'est plus du groupe, qui est parti. Donc nous sommes 187. Et parmi ceux qui les embêtent, c'est parce qu'ils ont faussé la procédure. Ils n'ont pas respecté l'article du Code du travail, article 59, qui encadre le licenciement économique. Et Maître Gondé, qui est un dépositaire de la loi, il connaît cet article, il est passé outre, il n'a pas pris le temps de regarder ni d'avoir l'entretien avec les délégués du personnel et les représentants des travailleurs dans l'entreprise. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est un statu quo. Ils nous ont envoyé des gendarmes, il y avait 2 camions, vous voyez là, il y a un seul qui est resté. Ils nous ont gazés parce qu'on a voulu bloquer le parc à conteneurs. C'est notre seul moyen de pression. Pour que le monsieur qui est à l'intérieur daigne sortir au moins pour nous dire à quel moment il va devoir nous donner notre argent. Un mois assis à la maison sans moyens financiers de subvenir aux besoins journaliers, sinon quotidiens, les 187 agents concernés ne comptent pas baisser les bras aussi longtemps qu'ils n'auront gain de cause dans un contexte où le dialogue semble rompu volontairement par la direction générale que nous avons par tous les moyens tenté de rencontrer, allant dans le sens de l'équilibre de l'information, mais qui, hélas, nous a opposé une fin de non-recevoir tout aussi absurde. Non aux mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. C'est pas moi qui le dis, mais la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, c'était à l'occasion du point de presse qu'elle a animé ce matin à son siège d'Awenge. Arnaud Mbabokung. Les mesures gouvernementales annoncées à la lecture du communiqué final du Conseil des ministres du 21 juin dernier passent mal à la Confédération syndicale Dynamique Unitaire qui s'est réunie ce matin à l'occasion de la conférence de presse afin de décrypter avec les hommes et femmes des médias les dites mesures qualifiées par la Confédération syndicale de mortifères. À compter du 25 juillet 2018, voici ce qui nous attend. La réduction des salaires,
de 5% pour ceux compris entre 650 000 et 1 500 000 francs CFA, soit des prélèvements de 32 500 à 75 000. La réduction des salaires de 10% pour ceux qui gagnent plus d'1,5 million jusqu'à 2 millions, soit des prélèvements qui vont aller de 150 000 à 200 000. Nous avons également le taux de 15% qui concerne ceux qui gagneront plus de 2 millions et ceux-là, évidemment, auront des prélèvements allant jusqu'à 300 000. Nous avons également la mise sous bon de caisse des agents de l'État, l'interdiction de recrutement de la main-d'œuvre non permanente, la mise à la retraite immédiate des agents pour cause de maladie de longue durée, le gel des concours, des mises en stage, des titularisations, avancements et reclassements pour une durée de 3 ans et assainissement du fichier de titulaires de fonction publique pour évaluer le niveau des indemnités indues. À l'examen des contours des mesures qualifiées par ailleurs d'austérité, la Confédération syndicale exprime clairement sa position. Dynamique unitaire conteste avec toute la vigueur cette version qui n'a pas la grandeur attendue de la première et de la plus haute institution gabonaise, c'est-à-dire le devoir de vérité. En effet, depuis l'année 2017, le Gabon a été mis sous tutelle du FMI, auprès duquel il sollicite des prêts au regard de son insolvabilité, à l'instar du reste de la zone CEMAC. Elle appelle par la même occasion à la mutualisation des forces en coupant les liens de la peur, des ligatures de la torpeur et de la résignation, des actions nécessaires pour changer le cours de l'histoire, a conclu le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama. Et Dynamique Unitaire explique ce qu'elle qualifie de gestion scabreuse des finances publiques en présentant certaines situations créées par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui explique la dégradation pérenne des finances publiques des pays de la CEMAC et particulièrement du Gabon? Cette principale interrogation permet de définir les responsabilités des uns et des autres devant cette crise et légitimement la part du fardeau de chacun. Entre 2009 et 2015, l'État gabonais a engrangé des recettes pétrolières sans précédent depuis 1973. Durant cette courte période, le cours du baril de pétrole avait quasiment été multiplié par 2,5, au point que les recettes cumulées issues de la fiscalité pétrolière fussent supérieures à ce que le pays avait eu entre 1973 et 2009. Durant cette prospérité euphorique et enivrante, comment le gouvernement gabonais a-t-il géré cette énorme masse financière? Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, est-ce nous, agents de l'État, qui avons demandé l'organisation de 2 CAN, de 2 Coupes d'Afrique des Nations, en 2012 et en 2007, d'une valeur de près de 900 milliards. 2017, pardon. Est-ce nous, agents de l'État, qui avons demandé d'entreprendre le chantier d'une marina en octobre 2012, désormais inachevé au port-molle de Libreville, qui a englouti plus de 225 milliards de francs CFA provenant du budget de l'État? Est-ce nous, agents de l'État, qui avons demandé l'organisation régulière d'événements comme le New York Forum Africa, le carnaval brésilien, les courses nautiques, les courses road cross, les matchs de gala de football et les arrivées de Lionel Messi, Pelé, Kelly, financés à coups de milliards de francs CFA par l'argent du contribuable? Est-ce nous, agents de l'État,
qui avons demandé la création d'agences au budget et effectifs exorbitants, rattachées à la présidence de la République et échappant au contrôle du Parlement et à l'audit de la Cour des comptes. L'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure, en abrégé ANGTI, est le symbole de cette opacité. En concentrant tout le budget d'investissement du Gabon depuis sa création en 2010 et a pour président du conseil d'administration Ali Bongo Ondimba. Est-ce nous, agents de l'État, qui avons demandé la multiplication vertigineuse des baux administratifs, faisant de l'administration publique le plus grand locataire du Gabon? La session ordinaire du conseil municipal relative à l'examen des comptes administratifs et de gestion exercice 2017 de la commune de Libreville vient de prendre fin sur une note de satisfaction. Écoutons Rose Cristiano Souka Raponda, maire de Libreville. Je signale que le compte administratif que je viens d'approuver par une délibération, le conseil municipal, se rapporte à l'exercice budgétaire 2017, conclu sur un solde positif provisoire de 6 552 544 108 francs CFA. Par ailleurs, il importe de rappeler que les 3 derniers exercices budgétaires clos relevant de notre gestion avaient été tous excédentaires. L'excédent réalisé en 2014 d'un montant de 3 538 620 500 francs CFA avait été entièrement absorbé par le déficit dont nous avions hérité des mandatures précédentes. En 2015 et 2016, nous avons enregistré des excédents respectifs de 8 741 531 752 francs CFA et de 9 940 315 307 francs CFA. Ainsi, le compte de la commune de Libreville dans les livres du Trésor public est créditeur à ce jour de 25 234 391 167 francs CFA. Comme vous pouvez le constater, chers collègues, il s'agit là des montants considérables que je peux vous assurer que le bureau de conseil municipal poursuivra ses efforts en vue de la mise à disposition par l'État de ses ressources financières. Demeurons tous optimistes, car nous savons que le gouvernement de la République, soucieux de la promotion effective du développement local, œuvre pour une véritable autonomisation juridique et financière des collectivités locales. Je me félicite du travail remarquable que nous avons tous réalisé sous contrainte et remercie particulièrement tous les conseillers municipaux qui, par leur participation active, ont permis de faire toute la lumière sur les actes de gestion budgétaire réalisés par le donateur municipal que je suis, au titre non seulement de l'année dernière 2017, mais également des années 2014, 2015 et 2016. En approuvant le compte administratif de l'exercice 2017, le conseil municipal a encore non seulement reconnu l'orthodoxie des 10 actes, mais surtout a exhorté le donateur municipal à poursuivre dans ce sens et à œuvrer encore davantage pour l'amélioration continue des performances budgétaires et financières de la commune de Libreville. En vous remerciant pour vos encouragements, je déclare close la présente session ordinaire du conseil municipal portant sur l'examen des comptes administratifs et de gestion de la commune de Libreville, exercice 2017. Clôture aujourd'hui à Libreville du séminaire d'adoption de normes CEI organisé par l'Agence gabonaise de normalisation en collaboration avec la Direction générale de l'énergie. Durant 3 jours, les parties prenantes ont examiné 129 normes internationales en matière de produits et systèmes électriques afin de les transposer dans le cas du Gabon. L'Agence gabonaise de normalisation a organisé du 27 au 29 juin à Libreville, en collaboration avec la Direction générale de l'énergie, un séminaire
portant sur l'adoption de normes Commission électrotechnique internationale. L'objectif de ce séminaire était d'adopter les normes internationales de la CEI comme normes gabonaises afin de réguler et normaliser les produits et systèmes électriques ou électroniques, entre autres utilisés dans les foyers, les bureaux, les établissements de santé, les usines, les espaces publics, la production d'énergie et les transports. Donc avec les liens et les liaisons que nous avons avec les autres administrations, notamment l'aviation générale de l'eau et de l'énergie, on s'est fédéré autour de cette question pour essayer de normaliser le secteur. Parce que vous êtes très bien placé pour relayer la plupart du temps un certain nombre de faits divers que nous observons dans les médias. Et tout ça a mené la direction générale de l'Agence gabonaise de normalisation, conjointement avec la direction générale de l'énergie, à pousser les autres parties prenantes pour se retrouver autour d'une table et initier ce processus qui aujourd'hui est l'aboutissement. Donc c'est parti depuis 2011, aujourd'hui on est en 2018, donc ça va être l'adoption de nos premières normes en tant que normes gabonaises. Au total, c'est 129 normes qui ont été examinées pour voir lesquelles sont les plus adaptées pour être transposées dans le cas du Gabon. Un certain nombre de domaines du secteur électrique, d'accord, tout ce qui concerne les normes au niveau des réseaux basse tension, au niveau de tout ce qui est compatibilité électromagnétique, tout ce qui est en rapport avec la métrologie et la mesure. Donc c'est un peu ces normes-là qui sont passées en revue par 16 parties prenantes ont pris part à ces assises. Les participants, il faut dire qu'il y a déjà le ministère de l'eau et de l'énergie en tant que tutelle du secteur. Nous avons des parties prenantes telles que la Société d'énergie d'eau du Gabon, donc la SEG. Nous avons des industriels tels que Matelec. Nous avons CGE, qui est un partenaire, qui est une entreprise du secteur. Donc nous avons par exemple l'ARCEP, qui intervient sur le domaine des télécommunications. Donc voilà, et donc il y a un certain nombre de partenaires comme ça, on va dire à peu près une dizaine de partenaires réunis autour de cette table, passant en revue toutes ces normes. Bon, maintenant l'avantage. Nombreux sont les produits présents sur le marché gabonais qui représentent un véritable danger pour les consommateurs, car ne répondant absolument pas aux normes de sécurité et de qualité requises, telles que les rallonges électriques et les fers à repasser. Ce séminaire sur l'adoption des normes électrotechniques est l'aboutissement d'un long processus dont nous pouvons nous réjouir, puisque c'est une réunion qui permettra au Gabon de disposer désormais de normes qui garantissent à la fois la sécurité dans l'utilisation des équipements et circuits électriques et électroniques et on va dire la compétitivité de notre industrie embryonnaire, hein. Mais on a quand même l'ambition de développer un tissu industriel important et il faut le faire en respectant les normes. Au terme de ces travaux, le directeur général de l'énergie entérinera de manière officielle ces 129 normes internationales pour en faire des normes gabonaises. S'en suivra des campagnes de vulgarisation auprès des utilisateurs. Les journalistes, membres de l'OPAM, organisation patronale des médias, ont organisé ce matin dans un hôtel de la place le tout premier anniversaire de cette organisation sous le signe de la réussite. Euphrem Biogoezo. Né de la volonté des patrons de presse libre le 30 juin 2017, l'organisation patronale des médias, en abrégé OPAM, commémore son premier anniversaire au titre des actions menées lors de cette journée commémorative, des retrouvailles entre les professionnels de la communication autour d'un déjeuner, histoire de voir comment améliorer le mode de fonctionnement de cet outil qui tout doucement commence à faire ses premiers pas. Les échos dans le bon sens du terme ne se font pas attendre. Nous avons organisé des séminaires, nous investissons dans la défense des cadres, des patrons de presse qui sont parfois inquiétés ou interpellés par les forces de l'ordre. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le ministère de la Communication avait pris un code de la communication assez liberticide, mais au regard des relations moins conflictuelles que nous avons eues avec le ministre sortant, vous avez aujourd'hui un climat assez apaisé quand même
au niveau des pressions au sein de la presse. Également, que depuis la mort du CNC, les journalistes ou les patrons de presse sont de moins en moins inquiétés. Donc sur le plan interne, nous avons posé des actions. Sur le plan international, le PAM participe aux réunions organisées par l'UPF, donc l'Union de la presse francophone. Il y a quelques jours, le président de l'OPAM, que je suis, était invité à Paris à rencontrer les responsables de Reporters sans frontières. Nous travaillons également avec des organisations américaines qui vont dans le sens de défense des intérêts de la presse, notamment CPJ, le Centre de protection des journalistes. Dans quelques semaines, le directoire de l'OPAM se propose déjà d'organiser un séminaire à l'endroit des journalistes de la capitale économique. Le renforcement des capacités des professionnels de la communication demeure un pan non négligeable auquel l'on devrait s'appuyer de façon permanente si et seulement si l'on veut atteindre les objectifs espérés, une presse libre et objective dans le traitement de l'information. Là, nous nous préparons à aller à Port-Gentil pour un séminaire à partir du 16 juillet qui consistera à former les membres de l'OPAM là-bas, mais également les journalistes de la presse libre qui sont du côté de Port-Gentil. Après cela, nous allons avoir une assemblée générale pour envoyer nos activités pour le temps de vacances. Et pour ce qui est de la liberté de la presse au Gabon et des injustices dont les journalistes font l'objet au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions, le président de l'OPAM s'explique au micro de Frem Biogoetso. Vous voyez que la rétention de l'information, mais il n'y a pas que la rétention de l'information. Vous avez la rétention de l'information. Vous avez le refus de la publicité. Vous savez, nous sommes tous dans la presse privée. Vous ne pouvez pas imaginer les forces que déploient vos patrons de presse chaque jour pour quand on essaie de trouver de quoi vous rémunérer. Parce que dès qu'un journaliste n'est pas rémunéré, ça se termine au tribunal. Or, dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, les journaux vivent, ou les organes de presse vivent de la publicité. Mais au Gabon, les pouvoirs publics font tout pour que les organes de presse privés n'aient pas droit à la publicité. Donc effectivement, il y a la rétention de l'information. Mais pourquoi on retient l'information? Parce que tout simplement, les autorités en place ont des choses à cacher. Dans un pays où on n'a rien à cacher, on fait tout pour jouer la transparence. Mais je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à ce niveau-là avec les autorités publiques pour avoir déjà accès à eux. Mais cela passe par quoi? Par un climat de confiance. Pourquoi? Parce que si on a peur de la presse, vous n'aurez accès à rien. Mais s'il y a un certain climat de confiance entre les partenaires et les agents de la presse, je crois qu'on peut avoir accès à un certain nombre de choses. Rien à voir avec ce qui précède. La note de santé de cette édition d'information nous amène à parler des origines des vomissements et nausées chez la femme enceinte, une situation gênante, souvent mal gérée, qui nécessite des éclaircissements de la part d'un spécialiste. Le reportage d'Inès Mugamombo. Les nausées et vomissements accompagnent le plus souvent la femme tout au long de sa grossesse. Cependant, nombreuses parmi elles ont du mal à supporter cette situation. Certaines d'entre elles, pour pallier à cet état de fait, préfèrent consommer le géophagie communément appelé calaba. À cet effet, notre rédaction s'est appesantie sur les différentes origines. Et ces vomissements sont dus à une imprégnation hormonale par le système nerveux central. Si on explique aux femmes la cause, les vomissements ne constituent pas une pathologie en tant que telle, surtout quand elles ne sont pas incoercibles, quand ces vomissements ne fatiguent pas, ou quand ces vomissements ne posent pas trop de problèmes, ça ne constitue pas un problème. C'est surtout lorsqu'ils sont fréquents et qui commencent à fatiguer, ou s'il n'y a pas de traitement sensiblement quand ça constitue un problème. Mais je pense qu'une simple explication peut faire en sorte que la femme comprenne le fait qu'il y ait vomissement et que psychologiquement elle puisse accepter et que ça puisse venir. Parce que parfois il y a un effet psychologique. Alors il suffit justement de lui expliquer qu'il y a des prescriptions qui peuvent calmer ce vomissement et elle arrête la géophagie. On a souvent coutume d'entendre dire que l'habitude est une seconde nature. Parmi les origines des nausées et vomissements, il y a les habitudes traditionnelles. Les mauvaises habitudes traditionnelles apportent plus d'inconvénients chez la femme enceinte que des avantages. Ces habitudes traditionnelles n'apportent pas de bénéfices au niveau de notre santé. N'apportent que des petits bénéfices, mais n'apportent que des inconvénients. Donc quand on explique à la personne que ces habitudes traditionnelles sont révolues, elle peut comprendre.
À cela s'ajoutent les habitudes psychologiques qui renvoient à la dépendance. Or, qu'il est possible de s'en défaire. Le traitement des nausées et vomissements existe. Il va de la prescription de certains médicaments qui peuvent les réduire et la remontée du taux d'hémoglobine. En outre, les femmes enceintes ne devraient plus recourir aux géophagies, mais plutôt consulter un spécialiste pour un meilleur suivi. À Port-Gentil, le départ de la société Shell de la ville de Gamba plonge les populations dans la morosité en raison de la grimpée du chômage. Les populations donc se plaignent, mais également les chefs de quartier qui affirment que Gamba s'assombrit. Iriel Nansimberkuna. Voilà près d'un an, sinon quelques mois, que l'entreprise Shell Gabon partait de Gamba, laissant place à Assala. Cette entité étant à l'origine d'une bonne partie du développement de cette ville, son départ n'est pas sans conséquence sur le quotidien des citoyens qui sombrent chaque jour un peu plus dans des difficultés. La condition au niveau de Gamba ici, nous voyons un peu flou. Par rapport au Gamba d'hier et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas match. Avant, Gamba répondait oui, présent. Mais actuellement, on ne voit plus. Gamba s'assombrit. Et nous tous, la population de Gamba, on demande qu'est-ce qui se passe depuis le départ de Shell. À cela s'ajoutent les problèmes d'électricité et d'adduction en eau potable de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui viennent davantage compliquer leur situation. La SCG n'est plus compétente comme avant. Actuellement, toute la ville de Gamba a des groupes électrogènes. Donc, la SCG ne fournit plus d'efforts. Les installations de la SCG ne fonctionnent plus à merveille. À tout moment, nous vivons des coupures intempestibles. Donc, tout ce que nous avons, appareils, aliments et tout, prennent un coup et puis c'est la population qui prend un coup. Et l'eau qu'ils fournissent n'est pas potable. Des difficultés connues par la première autorité provinciale, préoccupée par le mal-vivre des populations de Gamba. Je suis également, même petit peu préoccupé par la situation de nos concitoyens. Dès sa prise de charge, le nouveau directeur général d'Assala est venu me présenter ses sites. Il a commencé par le ministre intérieur, ensuite il est venu vers moi. Et nous avons, je lui ai posé des questions. Parce que déjà, sa prise de charge coïncidait avec le rumeur faisant état de la fermeture. Voilà de la délocalisation, voilà de la Sala vers Port-Gentil. Il a démenti cette information et nous avons beaucoup échangé. Apparemment, les réponses qu'il m'a données ont plutôt eu tendance à nous réconforter. Des problèmes qui également sont déjà posés sur la table des plus hautes autorités du pays qui, malgré le contexte difficile, entendent œuvrer pour l'amélioration des conditions de ses habitants. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Au plus fort de la guerre en Syrie, 1,5 million de personnes ont rejoint le Liban voisin. Mais depuis quelques mois, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à se porter candidats pour rentrer en Syrie. Reportage à la frontière, à Ersal. Une fois de plus, ils s'entassent dans ces camions. Dans la ville d'Ersal, à la frontière libanaise, ces réfugiés syriens débutent le voyage de retour vers leur ville natale. Certains d'entre eux sont ici depuis 5 ans. Alors que la guerre civile syrienne entre dans sa 8e année, ils ne veulent plus attendre. Je préfère rentrer dans mon pays, peu importe ce qu'il arrive, même si je meurs. Jeudi, plus de 400 réfugiés ont été transférés vers le Kalamoun. Après s'être enregistrés auprès des autorités, les familles partagent les véhicules pour rejoindre le convoi vers la frontière. Le poste de contrôle est ouvert juste quelques heures pour qu'ils puissent passer. Une fois de l'autre côté, les familles doivent se débrouiller. Je vais voir si notre maison est toujours debout. Nous l'ignorons, nous devons y aller pour voir ce qu'il s'est passé. Selon les Nations Unies, 12 000 déplacés sont rentrés en Syrie depuis le Liban dans des zones sécurisées et sous contrôle du régime. Ceux issus de zones toujours en guerre n'ont d'autre choix que de rester ici. Ibtisen est venue dire au revoir à ses voisins de camp qu'elle a côtoyés pendant 4 ans. Cette Syrienne est originaire d'Idleb, une des dernières régions toujours aux mains des insurgés. Aujourd'hui, elle n'ose toujours pas y retourner.
Nous ne sommes pas en sécurité en allant là-bas. Il n'y a que des terroristes et les gens s'entretuent. C'est mieux de rester ici que d'aller se faire tuer. Et l'incertitude concerne le voyage lui-même. Dès 9 h, la température atteint les 30 degrés. 50 personnes souffrant de fortes insolations sont soignées. D'autres sont touchées par une épidémie de poliomyélite. Mais ces déplacés sont déterminés. S'ils ne partent pas avec ce convoi, il faudra recommencer le processus et attendre le feu vert des autorités pour passer la frontière à nouveau. Et puis, une fusillade dans un journal d'Annapolis, dans l'est des États-Unis, a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés graves, selon les autorités qui évoquent une attaque ciblée. Le suspect a été arrêté. Une attaque ciblée contre le Capital Gazette, c'est le constat de la police qui précise que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore si la fusillade visait le journal ou certains employés en particulier, mais les enquêteurs s'intéressent à des liens passés entre le suspect principal et le journal. Le suspect est interrogé en ce moment même par notre brigade criminelle. Nous savons qu'il n'y a plus de menaces, notamment dans les locaux du Capital Gazette ou aux alentours. L'individu armé d'un fusil a ouvert le feu dans la rédaction. Bilan 5 morts et plusieurs blessés. Un choc pour les habitants d'Annapolis, une ville de 40 000 habitants sur la côte est américaine. On ne pense jamais que ça puisse arriver chez soi, alors que moi j'étais dans la rue à quelques centaines de mètres. Penser que j'étais si près, c'est vraiment effrayant. Je suis triste parce que je ne suis pas autant en colère que je devrais l'être. Ça arrive si souvent que ça ne nous fait presque plus rien. Malgré la tragédie de la veille, les journalistes ont assuré que le quotidien paraîtrait bien ce vendredi. Clap de fin pour cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.